Bienvenue dans Chasse Passion. Jean Boquillon est maître d'équipage, du moins il l'était. Il nous fait part de sa passion en nous guidant au musée de la Vénerie. Ensuite, nous participerons à une chasse au gros, chevreuil et sanglier en Haute-Marne. Connue pour sa cathédrale gothique entreprise en 1153 avec l'aide de Louis VII, Senlis était déjà florissante dans l'Antiquité. De bonne heure, les Mérovingiens puis les Carolingiens en firent leur résidence, si bien que ville puis domaine royal, elle devint le noyau de l'Île-de-France. Son quartier ancien, au sud de la cathédrale, conserve de vieilles demeures du Valois en calcaire tendre et briques. Ce qui est significatif, c'est qu'à Senlis, le gallo-romain s'imbrique sans heurts avec le décor du siècle des Lumières, celui-ci ne gênant point l'abondance du gothique. Ainsi, se répondent en un espace réduit les diverses expressions de 2000 ans d'histoire. Le musée de la Vénerie bénéficie à double titre d'une situation privilégiée. Installé à l'intérieur de l'enceinte du château royal, il est entouré de 15 000 hectares de forêt. Rien donc ne pouvait mieux convenir à l'existence de ce musée unique au monde que ce cadre doublement prédestiné. En fait, ce qui se passe, c'est que les animaux, avec le temps, vieillissent relativement mal quand les conditions ne sont pas très bonnes. Surtout à cause de l'humidité, de la chaleur. Quand il y a des très grandes variations de température entre l'hiver et l'été, la peau continue à travailler, c'est du cuir, donc elle continue à travailler. Et puis il y a des fissures qui se créent, il y a partout là où il y a la pâte grisâtre, en fait, c'était fissuré. Donc partout, on est obligé de refaire du faux. C'est pourquoi irréparable? Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé d'irréparable. Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a le temps qui décolore le poil, qui fissure par l'humidité, par les variations de température. Et puis il y a là, en l'occurrence, les caresses des enfants ou même des adultes qui instinctivement viennent caresser le museau de l'animal. Et en 50 ans, il n'y a plus un poil sur le visage. Sur du poil qui est long, on arrive à refaire, effectivement, à remettre du poil, à réimplanter du poil. Mais là, sur un museau, le poil est tellement court, ça se verrait, ça serait hideux. Donc je suis obligé de faire du trompe-l'œil, en fait, de façon à ce que ça disparaisse un petit peu dans un ensemble. L'intérêt de la municipalité, stimulé par les amis du musée, permit que les collections soient entretenues et présentées dans le logis abbatial qui, après avoir été cédé par la famille Turquet de la Boisserie, a gardé le charme d'un hôtel provincial. Plutôt que d'effectuer un complet et fastidieux parcours des collections, nous avons préféré une approche passionnée de la Vénerie par un homme de la région, lui-même veneur. La chasse à courre, pour moi, c'est une grande partie de ma vie. C'est un loisir. C'est également un moyen de sélection des animaux. Et puis, c'est pour nos pays de province, forestiers notamment, c'est une grande distraction pour les gens du pays. D'ailleurs, les chasses à courre sont suivies avec souvent des influences très importantes. Et puis enfin, au point de vue chien, ça permet de faire progresser l'élevage canin, le chien courant. Et au point de vue chevaux également, c'est un débouché pour les chevaux de réforme de trot, de galop. Et puis, ça permet également d'avoir des cavaliers d'extérieur qui soient très pointus, comme en Angleterre d'ailleurs. Vous avez un chien ici, c'est un chien de meute qui appartenait au dauphin, vous voyez, qui est très poilu, alors qu'en principe, les chiens de meute, à part les griffons, ne sont pas poilus, c'est toujours des chiens à poil ras. Alors vous avez une vieille race qui est le Saintongeois, vous voyez, qui est un peu caractérisé par ce chien blanc à taches noires, avec des oreilles avec du blanc, qui était le pur sang du chien et qui a servi de retrempe à beaucoup de races. Alors, vous avez aussi beaucoup de chiens tricolores qu'on appelle les poitevins, ou qu'on appelle maintenant, puisqu'ils ont été mélangés avec des chiens anglais, les anglo-français. Alors, les anglo-français tricolores. Alors ça, c'est un chien, c'est un matin, si vous voulez, qui servait dans le temps
quand le loup était fatigué, à l'attaquer. Des chiens qui étaient plus mordants que les autres. Une meute de chiens, j'allais dire, c'est un peu comme un orchestre. Si vous avez que des tambours, c'est pas très beau. Si vous avez que des flûtes, c'est pas très beau. C'est l'ensemble qui fait quelque chose de beau. Donc, dans une meute, il faut qu'il y ait un peu de tout, mais toujours visant la qualité donc, de chasseur, d'intelligence, qui est prépondérante, et de bonne santé, d'une bonne construction. C'est ça qui est important. Le chien, c'est l'essentiel. C'est de tout temps, le chien a aidé l'homme à la chasse. Ça, le chien, pour moi, c'est la clé de voûte. Hein. Et puis, c'est très difficile à bâtir une meute. Je dis souvent aux personnes pour les faire rire, si vous trompez votre femme, vous pouvez lui expliquer, elle peut vous pardonner. Si vous trompez votre chien, eh bien, vous avez détruit en 5 minutes ce que vous avez essayé de construire en plusieurs mois. Vous avez des chiens qui sont, on dit qu'ils sont froids. C'est-à-dire c'est des chiens qui ne veulent pas chasser pour rien. Ils chassent quand ça sent la cuisine, quand l'animal commence à avoir de la chasse. Alors il ne faut pas que des chiens comme ça, mais au début de la chasse, quand vous avez derrière votre cheval 3 ou 4 chiens qui vous suivent, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, vous dites, bon ben ça, ces chiens-là, pendant la journée, quand on sera dans la difficulté de plusieurs animaux, dans la difficulté du change, ceux-là, s'ils chassent, c'est bon. S'ils ne chassent pas, c'est pas bon. Bon, voyez-vous, on ne peut pas aller à la chasse sans apprécier toutes les beautés de la nature. La beauté des animaux qu'on chasse et qu'on veut prendre, et puis la beauté de la forêt, de la plaine, des paysages, comme ceux que vous voyez ici, avec un clocher dans la pénombre. Tout ça, c'est accumulé, c'est une somme de plaisir. Je ne remercierai jamais assez le Seigneur de m'avoir permis de chasser pendant 25 ans, dans ces conditions. Avec de bons chiens, bons cheval. Vous voyez, ça c'est donc moi, dans la plaine de Baron, le village où je suis, en Débuché. Là, c'est encore aussi à Raret. Le chevreuil était sorti du bois, était en plaine, la nuit arrivait. Enfin, on doit s'avouer vaincu que, à la fin, quand on a épuisé toutes les possibilités de retrouver son chevreuil. Donc je regarde par terre pour voir si je ne vois pas le pied de l'animal. Les chiens font de leur mieux pour essayer aussi de retrouver l'odeur, mais ça a été sans espoir, on n'a pas pris. Tout ce plaisir que nous avons dans la nature, d'avoir des chiens, des chevaux qu'on aime. Et bien sûr, ça aboutit à la prise d'un animal, c'est le but pour les chiens. Quand vous avez en fin de chasse un chevreuil qui ne sent plus rien du tout, parce que l'odeur va en diminuant, les chiens sont à côté, ils ne le sentent pas, et la vie du chevreuil, elle est dans vos mains. Si vous ne dites rien, les chiens ils peuvent mettre leur nez dans le poil du chevreuil, si le chevreuil ne bouge pas, ils ne le prendront pas. Donc la vie du chevreuil est dans vos mains. Moi, je n'ai jamais tué un chevreuil de ma vie, à tir, je ne le ferai jamais, mais l'amour de mes chiens, le travail qu'ils ont développé, font que, eh bien, je fais bondir le chevreuil et les chiens le prennent. Mais ce n'est pas mon plaisir. Il faut le faire pour les chiens, autrement, c'est pas la peine de chasser à court. Parce que, comme je vous disais au début, le chien, c'est tout. La tête de cerf que vous voyez ici vient d'un cerf qu'on appelle le cerf blanc de Bretonne, où mon frère a chassé le cerf pendant plusieurs saisons en Normandie. Et mon frère, à ce moment-là, avait une meute de chiens qui était au chevreuil et qu'il a mis au cerf. Et ce cerf blanc, on lui en avait parlé, et c'était un peu un cerf mythique. Les équipages qui se sont succédés avant mon frère, c'était l'équipage qui venait en déplacement,
et jamais ils n'ont réussi à chasser ce cerf. Parce que ce cerf, blanc comme il est, était castré accidentellement. Donc, il ne sentait pas pleinement le cerf. Et il était toujours accompagné de cerfs, afin que les meutes de chiens qui étaient créancés sur le cerf, quand ils avaient devant eux plusieurs animaux, dont ce cerf blanc, ils ne se rabattaient, ils ne chassaient jamais le cerf blanc. Et ce cerf-là n'était jamais avec des biches, parce que, à l'opposé, si les chiens de cerf couraient après la harde de biche et ce cerf, les chiens se seraient rabattus sur ce cerf blanc. Donc il avait compris ce cerf-là, il était toujours avec des cerfs. Et mon frère, qui avait des chiens de chevreuil, qui eux ne faisaient pas le distinguo, qui n'étaient pas créancés sur le cerf, qui eux voyaient uniquement l'animal facile à prendre, ils se sont rabattus sur ce cerf-là, qui était évidemment ce matin-là accompagné d'autres cerfs. Il a été pris très rapidement par les chiens de mon frère. Et c'était le jour des morts, et les gens qui sont habituellement habitués aux chasses à courre, qui aiment avoir un morceau de cerf, personne n'a voulu manger de ce cerf blanc, parce que c'était le jour des morts, c'était le cerf blanc qui était un peu un cerf mythique. Donc voilà un peu l'histoire du cerf blanc de Bretonne. « 50% du succès à la chasse provient de la manière dont vous êtes avec vos chiens au chenil. Ayant la chance d'être agriculteur, les chiens de meute étaient à la ferme, donc je les voyais tous les jours, je les nourrissais, je les promenais, et on avait entre nous un mariage excessivement complet. Je vous disais, la difficulté la plus importante, qui est le change, quand cette difficulté paraît, eh bien vous n'y pouvez rien, parce que les hommes qui vous entourent vont vous dire « Ah, ça c'est le chevreuil, c'est le bon, je l'ai vu », mais ils se trompent presque à chaque fois, alors que les chiens, eux, se trompent très rarement. Ça arrive qu'ils se trompent quand la voie, les conditions de température, d'humidité sont mauvaises, mais en général, ils ne se trompent pas. Donc vous devez connaître vos chiens par cœur, à la gorge, tout au moins les bons. Hein. Et alors vous avez des chiens aussi qui chassent les chemins. Le chevreuil fait pas mal les chemins. Donc vous avez des chiens qui chassent les chemins. Vous avez des chiens qui chassent mieux l'eau. Vous avez des chiens qui enveloppent énormément. C'est-à-dire qu'ils, dans une difficulté, eh bien, il y en a qui sont un peu pied à pied, ça c'est pas des chiens intéressants, mais il en faut quand même quelques-uns. Et puis vous avez des chiens qui enveloppent dans un rayon de 300, 400 mètres, dans les forêts claires, bien sûr. Alors donc il faut tout. Une journée de chasse, c'est bien souvent une épreuve d'écoute de la forêt. C'est en Haute-Marne, non loin de la ville de Langres et près du village d'Augeur, que les amis de Montarmé se réunissent pour traquer le chevreuil dans la forêt domaniale d'Auberive. Chaque week-end de saison, 4 équipes de 8 postés et 11 rabatteurs forment le groupe mené par Didier Albert, sous la présidence de Maurice Gilbert. Sur le bois de chêne, personne contre Marmont. Tout le monde plaqué contre Maigrefontaine, hein, sur les champs. Eh bien d'accord, parce que ça pose des problèmes au niveau du gibier rentrant, on ne veut pas de problème avec ça. Hein. Donc, systématiquement, les gars, par rapport à leurs postes qui sont contre Marmont, ils vont tout droit, ils traversent le champ, ils vont contre Maigrefontaine. Tout le monde sera aligné contre Maigrefontaine, il n'y aura pas de problème. Au niveau de la Grand Charme, c'est le même principe. Personne de l'autre côté de la Grand Charme, tout le monde en face contre Maigrefontaine. Enfin, c'est sûr que c'est Maigrefontaine de l'autre côté aussi, mais personne au bois rentrant, côté salle. Tout le monde plaqué contre Maigrefontaine. Comme ça, il n'y aura aucun problème pour le tir. Bon, par contre, au niveau de la fin de traque, bon, on s'aperçoit qu'éventuellement, la fin de traque, des fois, c'est pas toujours répété correctement, mais ça dépend des cornes, la grosseur des cornes et tout ça. Et il se passe un problème, c'est qu'éventuellement, au niveau de la fin de traque, ça fin de traque systématiquement à midi. Donc même si un gars était dans une combe et qu'il n'entend pas la fin de traque, systématiquement à midi, ça sera la fin de traque. Exceptionnellement, à 12 heures, s'il y avait un sanglier qui était au ferme avec des chiens, là, à ce moment-là, il y a un traqueur qui se déplacera spécialement pour ça, mais uniquement dans ces conditions-là. Donc à partir de 12 heures, c'est la fin de chasse.
Les règles de sécurité sont bien connues de tous, mais néanmoins répétées. Après quoi, le groupe se divise pour se poster en fer à cheval autour de la parcelle. Désigné comme chef d'équipe, Guy Lincard conduit ses hommes en silence. Oui, numéro 4. Tu sais qu'ils arrivent de là-bas. Oui. Ils poussent. Alors tu fais attention là-bas, les sangliers. Et là aussi, il y a un sommet d'arête. Ouais. Et on défile aussi. Mais tu tires pas là. Interdiction de tirer dans la traque. Et j'ai des serres. D'accord. T'en tues pas. Bien. 1, 2, 3. Nous avons 4 équipes de postés. C'est-à-dire une équipe comprend 8 gars avec un chef d'équipe. Et les gars on tire leur numéro au hasard et puis ils prennent un numéro et se postent là. C'est-à-dire ventre au bois et tirent le gibier quand ils rentrent derrière eux. Quand j'entends la traque, je me méfie 2 fois plus parce qu'on ne sait pas où va passer le gibier, s'il va passer à gauche, à droite ou venir droit dessus. Mais il est tellement malin qu'il faut vraiment faire attention. Et on va attendre, surtout, on saura le gibier qui va nous arriver dessus, c'est suivant les coups de corne des traqueurs qu'ils auront enlevés. C'est-à-dire, si on entend 2 coups, ça peut être un jeune enfant. Ce qu'on appelle enfant, c'est-à-dire c'est le petit de la biche. 3 coups, ça va être un chevreuil, l'annonce d'un chevreuil. 4 coups, ça va être l'annonce d'un sanglier. 5 coups, c'est l'annonce de la biche même. 6 coups, ça va être un daguet, c'est-à-dire c'est un jeune cerf qui n'a que 2 bois. Et après 7 coups, ça va être le cerf. Donc là, qui est reconnaissable parce qu'il a plusieurs andouillés sur andouillés. En l'absence ce matin du président de chasse, Christian se poste au milieu du massif pour écouter la chasse et mieux nous guider. Voilà, alors les traqueurs arrivent par là-bas. Le gibier va se trouver bloqué par le bas de la rivière. Et théoriquement, il va longer le bas pour remonter sur le dessus là-haut. Alors je vais aller me poster un peu plus loin pour essayer de les voir. Là, je pense qu'on va certainement voir des sangliers. Parce que là, nous avons des traces qui sont vraiment fraîches, qui sont de la nuit ou du matin. Ça, c'est spécial aux sangliers. Là, il est à la recherche des vers, des faines, des glands. Nous avons une carabine à verrou, hein, c'est une arme très dangereuse. Hein, c'est l'équivalent d'une arme de guerre, si c'est pas pire. Attendez qu'on fait de la chasse au gros gibier, c'est-à-dire le sanglier et le cerf surtout. Enfin, comme cette année on n'a pas le gros cerf, c'est surtout pour le sanglier. Alors voilà, là c'est une arme, je peux mettre 4 balles dedans, parce qu'elle est semi-automatique, c'est-à-dire qu'il y a une culasse dessus. Et normalement, ça serait une carabine automatique, j'ai le droit qu'à 3 balles. Voilà, là le calibre c'est du 300 Winchester Magnum. C'est-à-dire que c'est une balle assez puissante pour pouvoir, disons, arrêter un gros sanglier. Par contre, sur un chevreuil, ça ferait beaucoup de dégâts. Hein, nous avons des balles beaucoup plus petites, enfin j'en ai pas, mais nous avons des balles beaucoup moins grosses pour le chevreuil, justement pour ne pas l'esquinter. Hein, disons, pour créer un chevreuil beaucoup plus tendre, a une peau beaucoup plus fragile, alors une petite balle suffit pour le tuer. Tandis qu'un sanglier, avec sa carapace, il faut quelque chose de puissant justement pour l'arrêter net, pour éviter qu'il ne soit blessé puis qu'il aille mourir ailleurs ou agoniser, qu'on ne le retrouve pas.
Ça, c'est la chalet qui vient là. Oh. C'est la chalet qui passe là. Ah bah voilà, tiens. Bon. Allez, non. C'est ça. On entend une chasse là-bas. Ah, elle tourne. Ouais. Il est avec toi, Payard? Est-ce que c'en était? Est-ce Non, que non. c'est autre chose? Là, on a vu des chevaux. Allez, dessus! Peut-être des chevreuils qui se... Bonjour, il y a plein de chevaux, là. Peut-être des chevreuils qui se baladaient, mais j'entendais beaucoup trop Plein de passer. chevaux, là. Le chevreuil fait bien sûr partie du plan de prélèvement que l'association de chasse s'est fixé avec la fédération départementale qui fournit les colliers de comptage. Non, celui-là qui va. C'est bon, quand j'ai vu, quand on l'a aperçu, j'ai chargé la culasse. Là, comme j'avais 3 balles. Puis j'ai repoussé la culasse, mais je n'en mets pas dans le canon. Comme ça permet de réarmer aussitôt. J'ai réarmé. Suivant l'analyse qu'il a pu faire de la chasse ce matin, Guillain donne maintenant ses conseils au chef traqueur pour une autre battue de l'après-midi. Après les honneurs, que devient le gibier? Dans la salle de découpe, les animaux sont pesés et immatriculés. C'est le président de chasse qui fait le bilan de la journée. Après une journée de chasse, il y a bien sûr la présentation du tableau final de la journée, mais également le découpage du gibier prélevé et son enregistrement. À la farandole, tout ceci se fait dans les règles de l'art. Chaque bête est pesée, attribuée à un tireur. On note ensuite le numéro des bagues. Les têtes sont conservées pour le comptage. On a 10. 88 kilos. Il prend, t'es sûr? Que je demande? Attends, c'est pas ce qu'on a fait. Les numéros de bague, s'il vous plaît. Qui c'est qui tire le sanglier là? 31,57. Ah, c'est pour la peine de la marque. Qui c'est qui a bagué ce cochon-là? Qui c'est le chef de ligne? C'est Claude qui l'a bagué. Bon, ben, bien, on peut remettre une bague de sur la porte de la Une balle? 31,99. Vérifie, c'est plus confiance. Non, mais... Hein? Une fois la découpe terminée, c'est une habitude à Bellevue. Le directeur passe au rapport de la journée de chasse avec une précision redoutable. Ça a donc commencé à 12h43 sur le chemin de Nanteuil. À mon avis, il y a 8 coups de carabine. Donc on va, avant de revenir au chef de ligne, pour refaire le récapitulatif,
On va reprendre quand même de la manière où ça s'est passé. Dans son petit calepin, Pierre Ansam a relevé l'heure de chaque tir et sa provenance estimée. Au rapport du soir, il s'entretient avec les chefs de ligne pour qu'aucun moment de la journée ne reste obscur. Une telle pratique responsabilise les chasseurs et leurs invités. Et qui doit redescendre là, moi je les annonce. Il remonte donc, et il tourne un petit peu pour sauter là. 2 fois. 2 fois. À l'entrée de la route neuve alors. Oui, tout à l'heure déjà, on a évité sur un chemin. Alors là, d'accord, c'est joli. Voilà. 3 coups. Oui, c'était pas. 7 chevreuils, combien de sangliers? Après les choses sérieuses, la farandole tient à une autre tradition, beaucoup plus répandue celle-là, le repas du soir au coin du feu. Ce magazine hebdomadaire est réservé à des sujets et témoignages tournés exclusivement avec la complicité de chasseurs français. Tout type de chasse est représenté avec un regard particulier sur la qualité et la gestion du milieu naturel, sans oublier la convivialité des hommes de terrain pour notre plus grand plaisir. À bientôt dans Chasse Passion.